tous, on est très heureux de vous retrouver. Il est 5h53. Peut-être que vous aussi, vous reprenez le travail aujourd'hui, n'est-ce pas Mathieu? Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Les vacances furent-elles bonnes? Elles furent excellentes. Et toi? Ah oui, c'était formidable. François Clémenceau est de retour. Bonjour à tous. Anthony Lebos nous accompagne cette semaine. Il n'a pas eu beaucoup de vacances, a beaucoup travaillé, très bien travaillé cet été. Pierre Rondeau est avec nous, également pour l'économie. La reconstruction de la Gironde, ça va être évidemment le temps fort de cette journée. Sébastien Lecornu et plusieurs ministres sont sur place à partir de 10h. Matignon promet d'accélérer la reconstruction sans transiger sur l'adaptation au risque. 42 000 hectares ont été parcourus par les flammes, 220 000 personnes évacuées. Les équipes de BFM TV, bien sûr, sont sur place. Hier soir, le Premier ministre a fait une visite surprise au Porge, sans caméra, pas vraiment du goût des habitants d'abord. Ils font ça en douce, sans nous voir, parce qu'ils savent qu'on avait envie de se faire entendre. C'est ce que dit une habitante dans les colonnes de Sud-Ouest, Anthony Lebos. Oui, gouvernement attendu de pied ferme, clairement. Sébastien Lecornu s'est rendu hier au Porge, sans caméra, sécurité minimale. Il a promis une chose, que la reconstruction soit la plus rapide possible. Et on en reparlera dans un instant. Non loin de là, un incendie est en cours dans les Landes. Ça dure depuis jeudi. Il n'est toujours pas fixé, cet incendie, mais il est moins intense. Une cinquantaine de personnes a été autorisée à rentrer chez elles. 6 départements en vigilance orange canicule dans le sud-est de la France, de l'Ardèche au Var. Et dans les Bouches-du-Rhône, ces températures très élevées, jusqu'à 35 degrés cet après-midi. 37 même, nous disait Kevin Fleury, fragilisent le réseau électrique. Vous verrez que des habitants passent des nuits entières sans ventilateur, sans frigo, sans électricité. 4500 foyers privés d'électricité à Aubagne. On pense aussi à ceux qui se sont fait dérober leurs données à cause du piratage informatique contre l'administration fiscale. Là aussi, une réunion de crise est prévue dans la journée. Les usagers concernés seront contactés individuellement à partir d'aujourd'hui. On va y revenir avec Pierre Rondeau. À l'étranger, fin des 60 jours de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. On en est où d'ailleurs, François Clémenceau? Ben voilà, c'est le 3e cessez-le-feu et ça fait 60 jours. Il était renouvelable. Il n'est pas sûr qu'il soit renouvelé et donc c'est ni paix ni guerre et ça continue. La rentrée qui fait mal au porte-monnaie, ça c'est ce qu'on verra aussi avec vous, Pierre Rondeau. Oui, inflation, modération salariale, ça risque de piquer cette rentrée pour beaucoup de Français. Ça va faire mal, oui. Ça va faire mal, j'annonce, ça va faire mal. Et les retraités vont peut-être payer, on verra ça tout à l'heure aussi avec Anthony Lebos. Pour ceux qui sont encore en vacances et qui partent en randonnée avec l'intelligence artificielle, faut pas lui faire confiance, Pascal. Alors je peux vous dire que nous avons des témoignages de randonneurs qui se sont perdus. Ces témoignages s'accumulent. Rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 6h20. On n'oublie pas le numéro WhatsApp de l'émission, il s'affiche. Bien entendu, on vous attend. Vous savez que c'est votre émission, vous avez la parole. Vous nous envoyez vos réactions. Tiens, si vous avez été victime peut-être de l'usurpation de vos données, si vous êtes également victime des incendies, que vous attendez des solutions de Sébastien Lecornu, eh bien vous nous le dites. Vous avez la parole. Nous les relayerons évidemment à l'antenne. Le journal de 6h, c'est dans 1 minute 30, après la précieuse météo de Kevin Fleury. Bonjour, dans quelques instants, il n'y aura plus que 6 départements en vigilance orange canicule. La canicule qui régresse, mais pas le risque d'incendie, avec 3 territoires en niveau rouge aujourd'hui, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var, en raison du retour du vent, le vent que l'on va scruter tout au long de la journée. Alors ça commence à se renforcer déjà en ce moment sur le littoral du Var, avec des pointes à 40 km/h, repérées aussi vers la basse vallée du Rhône, mais c'est surtout en cours d'après-midi que ce vent aura tendance à se renforcer très sérieusement. Rafale 60-70 km/h. Donc on comprend pourquoi le risque feu de forêt redevient majeur actuellement dans le sud-est du pays, avec un temps évidemment toujours très sec. Ailleurs sur le territoire de l'instabilité, ça gronde déjà localement ce matin vers la Bourgogne-Franche-Comté, vers l'Alsace ou encore la Lorraine. Cet après-midi, vous voyez bien cette autre zone ici d'instabilité, alors plutôt réservée au centre-est cet après-midi, donc vers le Lyonnais, en se décalant vers certaines vallées alpines. Beaucoup de nuages dans le nord-ouest du pays aussi, mais sans gouttes de pluie. On est quand même bien loin des conditions caniculaires et heureusement de la semaine passée. Voici les valeurs relevées tout au long de la nuit. De 14 à 26 degrés. Cet après-midi, ça grimpe encore. C'est pas totalement affiché, mais on aura du 36, 37, 38 degrés. Par exemple, vers le golfe de Saint-Tropez, en remontant vers la vallée du Rhône, le nord de la vallée du Rhône, ça baisse. 33 degrés pour Montélimar. On aura 29 à Paris. 26 dans la région de Rouen. Rapidement, la journée de demain, avec cet épisode caniculaire qui régressera encore davantage en Méditerranée, avec le retour aussi à noter de quelques gouttes de pluie sur les bords de Manche demain après-midi. Il est bientôt 6h, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Sébastien Lecornu au secours des forêts de Gironde et des sinistrés. Il est sur place à 10h avec plusieurs ministres. Que va-t-il annoncer? Quel plan pour reconstruire?
On donnera aussi la parole aux habitants. On voit le bout de la canicule, mais pas celui des incendies. 9 départements sont en vigilance orange canicule et 3 en vigilance rouge feu. Nous serons dans les Landes, où justement le feu qui a démarré jeudi n'est toujours pas fixé. Clémence Renard sur place. Un autre dossier attend Sébastien Lecornu aujourd'hui, le piratage informatique de l'administration fiscale. Les usagers concernés seront contactés individuellement à partir d'aujourd'hui. Comment nos données publiques sont-elles protégées ? Nous y reviendrons. La galère pour les usagers d'EasyJet, une centaine de vols ont été annulés ce week-end en raison d'une grève du personnel de cabine. Des Français se retrouvent contraints de prolonger leur séjour à l'étranger et de payer les frais supplémentaires. Et ceux qui devaient reprendre le travail, ils sont bloqués. Sébastien Lecornu est donc en Gironde à 10h. Ce sera évidemment à suivre sur BFM TV pour lancer la reconstruction des zones sinistrées par les incendies. Le Premier ministre est attendu à Mérignac avec plusieurs membres du gouvernement. Hier soir, il a fait une visite surprise au Porge, sans caméra, sans micro, en toute discrétion. Qu'attendent les habitants et les sinistrés de cette visite? Marco Vizade, Mathéo Rivière, Rudy Kossek. Pour la première fois depuis le passage des flammes, Rémi est venu constater les dégâts de son garage. Tout est tombé sur les affaires qui étaient en train de brûler dessous et tout a cramé. Il ne reste plus rien. Vous pouvez juger par vous-même. Comme de nombreux habitants, Rémi est opposé à la venue du Premier ministre. Il juge le déplacement trop tardif, près d'un mois après l'incendie. Pourquoi vient-il ici? Si c'est pour pas nous voir, on n'existe pas. Faut qu'il nous aide. Hier, Sébastien Lecornu a enchaîné les rendez-vous au Porge en toute discrétion, en amont de sa visite officielle. Au programme, tour de la commune pour évaluer les dégâts, mais aussi rencontre avec le maire. L'objectif pour la ville, obtenir un soutien financier de la part de l'État. On demande clairement, pas des reports de charges, mais des exonérations. Et puis un fonds d'aide spécifique pour que le tissu économique puisse renaître de ses cendres, si je peux dire ainsi. Qu'il n'y ait pas un écroulement du tissu économique. Donc voilà, des aides de l'État. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu se rendra à Mérignac pour rencontrer les acteurs socio-économiques. Il devrait y annoncer un plan de relance pour les communes évacuées et une reconstruction la plus rapide possible des logements détruits. Anthony Lobos, le Premier ministre, a fait donc une première visite hier soir. C'était hors caméra. Je l'évoquais tout à l'heure, les habitants étaient furieux de ne pas l'avoir croisé. Que voulait-il faire? Prendre la température avant la réunion de ce matin? Que peut-il dire? Oui, peut-il annoncer? Et d'ailleurs, c'était pas dans son programme officiel qui avait été donné par Matignon. On l'a appris hier par l'entourage du Premier ministre. Sébastien Lecornu s'est rendu en amont de sa visite aujourd'hui au Porge, la commune du Porge. On l'a suivi sur BFM TV cet été. C'est sans doute la commune qui a été la plus meurtrie par ces incendies en Gironde, avec plus de 183 habitations qui ont été détruites. Et hier, Sébastien Lecornu s'y est rendu. Il a discuté avec le maire. Sécurité minimale, nous a-t-on dit. Pas de préfet, pas de police pour surveiller et contrôler ce déplacement. Il va échanger ce matin, nous dit-on, avec un collectif d'habitants, un collectif de pompiers aussi. Il a voulu finalement, en quelque sorte, préparer un petit peu le terrain des annonces qu'il fera cet après-midi. On le rappelle, à partir de 10h, il va se rendre à Mérignac. Il va discuter pendant 3 heures avec des élus, avec des acteurs aussi de la reconstruction socio-économique. Et à 13h, il y aura un point presse justement pour faire ces annonces. Ce qui ressort en revanche de ce premier déplacement d'hier au Porge, c'est que la reconstruction devra aller très vite. La bureaucratie, nous dit-on dans l'entourage du Premier ministre, ne retardera pas le retour à la normale. Autrement dit, la paperasse et les dossiers administratifs devront être allégés au maximum pour pouvoir répondre au désarroi des habitants. Il y aura un suivi individuel pour chaque sinistré, c'est ce que fait savoir Matignon. Les aides au logement seront maintenues et puis pression est mise aussi sur les assureurs qui devront accélérer les expertises pour déclencher des indemnisations au plus vite pour tous les sinistrés. Bon, les habitants, on les a vus, sont un peu sceptiques pour le moment. Déplacement du Premier ministre à suivre en direct sur BFM TV, donc à partir de 10h. Et puis toujours sur le front des incendies, le feu qui a démarré jeudi dans les Landes, Pascal, n'est toujours pas fixé. Le préfet doit faire d'ailleurs un point de situation dans 2 heures, nous le suivrons. Clémence Renard, vous êtes avec Agathe Pichon à Luglon. Il y a une première vague de personnes évacuées qui a quand même pu rentrer chez elle.
Oui, tout à fait. Ça représente donc une cinquantaine de personnes ici à Garin. On est sur la route de Luglon. C'est une partie de cette rue qui a pu rouvrir hier à 20h. Et donc une cinquantaine de personnes qui ont pu retrouver leur domicile hier soir, passer donc une première nuit chez eux après donc plus de 3 jours évacués. Alors ça concerne uniquement 50 personnes parce que le préfet l'indiquait hier. Il s'agit de l'une des seules zones de cet incendie donc qui est désormais hors de danger. En revanche, pour les 370 autres habitants de Garin, il va falloir s'armer de patience. Pour l'instant, la situation est trop dangereuse parce qu'il faut rappeler que ce feu est très très proche des habitations. Donc pour l'instant, toutes ces personnes doivent rester à l'écart donc de cette commune. En tout cas, pour ces 50 personnes qui ont pu rentrer chez elles, et bien forcément, c'est le grand soulagement. Écoutez. On est content, on est vraiment content. Ça veut dire que tout se calme et que le feu est en train de s'éteindre. Du moins, on espère. Je suis restée 3 jours, donc 3 nuits sans dormir. Moi je suis content d'être rentré, là je vais aller prendre une petite douche quand même. Et voilà, et ça fait plaisir. J'habite ici moi depuis des années et j'ai vu des incendies, mais comme celui-là, jamais. Et si on ajoute donc la commune de Luglon à celle de Garin, il y a au total toujours 600 personnes qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles à cause donc de ce risque, puisqu'il faut rappeler que le feu n'est toujours pas fixé. On est toujours à 1700 hectares parcourus par ce brasier. Le gros travail là des pompiers, ça va être de continuer à traiter justement toutes ces lisières, ces points chauds, avec comme objectif donc de fixer ce feu le plus rapidement possible. Le préfet qui a indiqué hier soir que si la nuit était calme et que les conditions étaient favorables, il était possible que de nouvelles personnes rentrent chez elles à partir d'aujourd'hui, mais que tout ne se ferait pas aujourd'hui et que la situation devrait revenir à la normale dans le courant de la semaine. Il y a une image encore, la Belgique qui fait face à l'un des pires incendies de son histoire. Le feu d'ailleurs se rapproche en ce moment de l'Allemagne. 3000 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Des résidents, des habitants d'une ville allemande frontalière ont été évacués. La configuration du terrain boisé et très accidentée ne permet pas aux pompiers de se rendre au plus près des flammes. Il y a un autre dossier, je vous le disais, qui attend Sébastien Lecornu aujourd'hui, c'est le piratage informatique de l'administration fiscale. Si vous êtes concerné, eh bien vous serez contacté individuellement à partir d'aujourd'hui. Alors ça concerne quand même près de 680 000 particuliers et entreprises. Comment nos données publiques sont-elles protégées? Célia Vallée, Aristide Sadna, Zoé Lamarche. Les sites de l'État dans le viseur des cyberattaquants. Cette fois, l'administration fiscale alerte sur des techniques plus sophistiquées. Avec ce piratage du fisc, près de 700 000 usagers sont concernés. Ces données volées rendent les tentatives d'hameçonnage plus précises. Un réflexe peut limiter les risques. C'est d'augmenter sa vigilance. Et comment on augmente sa vigilance? Déjà, on ne répond pas de manière précipitée lorsqu'on est sollicité. On se pose la question, mais qui me sollicite? Pourquoi on m'appelle? Pourquoi on me demande de communiquer des informations par téléphone ou de confirmer des informations par téléphone? Le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour extraction frauduleuse de données. Les autorités veulent agir vite et prévenir personnellement les victimes de cette attaque dès aujourd'hui. La doctrine constante pour ce genre d'incident, détecter et interrompre, poursuivre, informer, renforcer. Mais une nouvelle fois, la sécurité informatique des sites de l'État est remise en question. Comment on fait pour sécuriser un système informatique? D'abord, première étape, on fait un audit où on va détecter les vulnérabilités de ces applications. Et la deuxième étape, c'est de suivre les recommandations pour colmater, pour corriger ces vulnérabilités. La France est le deuxième pays au monde le plus touché par les cyberattaques, selon une étude publiée par Surfshark. Pierre Rondeau, c'est vrai que ces cyberattaques se multiplient, elles sont intensives, elles sont fortes. Combien ça pourrait coûter à l'État? Alors ce qui est sûr, c'est que le budget total dédié à l'informatique de l'État, il est chiffré à 584 millions d'euros. Le seul budget de la Direction générale des finances publiques pour le service informatique, c'est 489 millions d'euros. Et Sébastien Lecornu, en février dernier, avait déjà annoncé une rallonge budgétaire, une augmentation du budget pour faire face justement à des cyberattaques probables qui effectivement est arrivée récemment. Une augmentation de 200 millions d'euros. Mais ça avait été annoncé en février dernier. On peut très bien imaginer que déjà, à court terme, il va y avoir un coût pour la réparation, la gestion de la crise, avec effectivement appeler individuellement, contacter individuellement les 680 000 contribuables qui ont été piratés, pour lesquels leurs données ont été volées. Donc ça a un coût déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a le coût de la refonte, la sécurisation du programme. Et là, ça peut se chiffrer de 200, voire à 500 millions d'euros. Donc comment doubler le budget s'il a coûté cher? Et il y a un dernier point qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a un cas précédent, le Costa Rica en 2022, qui avait été
victime d'une cyberattaque de hackers russes. Et à ce moment-là, l'agence de notation Fitch avait annoncé que oui, sa note n'allait pas être déclassée, décotée, mais que dorénavant, dans la méthodologie de calcul des notes pour chaque pays, pour le coût de sa dette, si je puis dire, ils prendront en considération la capacité du pays à prendre en charge, à tenir la sécurité face aux cyberattaques, face au hacking. Donc si demain la France se fait de nouveau attaquer, elle pourrait aussi, au-delà du coût direct sur la cyberattaque, elle pourrait aussi subir une décote, une baisse de sa note auprès des agences de notation. Très intéressant. Là, à l'étranger, c'est la fin des 60 jours du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. On va en parler dans un instant avec François Clémenceau. Mais d'abord, Donald Trump s'est exprimé cette nuit pour dresser le portrait de l'Iran à terre, dit-il. Leur monnaie ne vaut rien, leur armée est vaincue, toute leur flotte est coulée, 159 bateaux au total. Ils sont tous sous l'eau en ce moment. Ils n'ont plus aucun avion, 209 au total. Leurs radars sont morts, toute leur technologie est détruite, ils ont une inflation de 350%. Bon, fort de ces propos, François Clémenceau, c'est la fin du cessez-le-feu aujourd'hui. 60 jours de cessez-le-feu. On s'était quitté effectivement sur cette actualité. On se retrouve sur cette actualité. Que peut-il se passer maintenant? D'abord, il y a deux choses qu'oublie Donald Trump, pardonnez-moi. C'est l'Iran a conservé une bonne partie de sa capacité de nuisance balistique avec ses missiles et ses drones. Et ce sont ces missiles et ces drones qui ont servi tout cet été pour pouvoir précisément intervenir militairement sur des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Et puis ce qu'oublie de dire Donald Trump, c'est que les stocks de missiles américains ont considérablement fondu durant toute cette reprise de la guerre qui a eu lieu ces 3 derniers mois, que ces réserves de pétrole stratégiques également ont diminué et que le nombre de ces porte-avions nécessite des rotations telles que par exemple l'USS Lincoln est obligé aujourd'hui de rentrer après 200 jours en mer, remplacé par un autre porte-avions qui était en zone Pacifique, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de porte-avions américains dans la zone Pacifique. Donc tout ça pour vous dire que le bilan il est beaucoup plus mitigé que celui qu'annonce Donald Trump. Et le cessez-le-feu qui avait été signé donc le 17 juin dernier, il a volé en éclats. Il n'y a plus de cessez-le-feu. On a bien vu que les hostilités ont repris très très vite après. Pourquoi? Parce que ni les États-Unis ni l'Iran n'ont la même interprétation de ce qui a été écrit et signé. Pourquoi? Parce que c'était totalement flou et parce que ça n'avait pas été négocié sérieusement. Et donc aujourd'hui, les deux protagonistes en payent le prix fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. On dit qu'il n'y a même pas de négociation possible sur l'après. Admettons que le détroit d'Ormuz finisse par rouvrir. Admettons qu'il y ait des négociations qui commencent. Il n'y a d'accord sur rien, et notamment sur le nucléaire. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis vous disent que la situation est statique, certes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violentes opérations armées qui durent jour et nuit pendant des semaines. Mais il n'y a toujours pas de solution à la libération du détroit d'Ormuz. Or ça, c'est le nœud dont on savait dès le départ, vous vous en souvenez, que ça prendrait en otage l'économie mondiale. 6h12 sur BFM TV, on en vient à la galère pour les usagers d'EasyJet. Une centaine de vols ont été annulés ce week-end du 15 août en raison d'une grève du personnel de cabine qui dénonce, Pascal, des changements de planning à la dernière minute. Ça arrive, des Français qui se retrouvent donc contraints de prolonger leurs vacances, sauf que ça coûte un petit peu d'argent. Et puis les autres, ils n'ont pas pu rentrer travailler ce matin. Alexandre Mézia et Adrien Spiteri. Au comptoir d'enregistrement EasyJet, les clients étaient très peu nombreux ce week-end dans les aéroports comme ici à Nice, car une centaine de vols ont été annulés par la compagnie. Résultat, des vacanciers français sont coincés à l'étranger et certains vont devoir s'absenter au travail, à l'image de cette assistante dentaire toujours à Tenerife. J'étais censée reprendre lundi. Malheureusement, mon employeur se retrouve bien embêté par la situation parce que il n'y a personne d'autre. Je pense que ça va être des jours que je vais devoir rattraper. La compagnie, dont 68% du personnel est en grève, lui a proposé un vol retour mercredi. Même situation pour Yannick en Sardaigne. Ce gérant d'entreprise va devoir s'adapter. J'ai les journées de lundi, mardi, mercredi où je ne suis pas au travail. J'ai dû décaler pas mal de rendez-vous avec mes clients. Et après, je fais tout par téléphone avec mes gars. En attendant de revenir en France, ils doivent avancer les frais et les factures grimpent vite, comme pour Amélie et sa famille au Maroc.
total, cette mésaventure va nous coûter pas loin de 3 000 €, voire même un peu plus. EasyJet assure avoir proposé des solutions, comme la possibilité d'un transfert gratuit vers un autre vol ou un remboursement. Nous serons avec Yannick qui est bloqué justement en Sardaigne dans le journal de 7 heures. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que vous aussi vous subissez cette galère avec EasyJet. Eh bien dites-le nous, le numéro WhatsApp, vous le connaissez désormais. Vous nous envoyez vos témoignages et nous vous écouterons et nous vous ferons réagir. Du foot, et il y a Lens qui s'offre son premier trophée des champions face au PSG. Victoire 1-0 avait remporté 12 des 13 dernières éditions. Dans un instant, un conseil, n'utilisez pas l'IA si vous partez en randonnée en montagne. Certains ont essayé, ça n'a pas marché, Mathieu. Ça s'est mal passé. Ben non, ça s'est mal passé. Parce que les gens se perdent ou se retrouvent dans des situations cocasses. C'est très sérieux, on vous en parle tout de suite. Il est 6h20, merci d'être avec nous. Bon réveil si vous nous rejoignez sur BFM TV, qui a déjà utilisé l'IA pour organiser sa randonnée. Pour des vacances, mais pas pour les randonnées. Pourquoi vous regardez votre montre? Non, je levais la main. J'assume pas complètement. Voilà. Bon, un conseil, ne lui faites pas confiance, surtout si vous partez marcher en montagne. Oui, parce qu'il y a des anecdotes de randonneurs qui se sont perdus à cause des conseils de l'IA. Eh bien, ça se multiplie, des erreurs qui peuvent vous amener à prendre de gros risques ou à vous perdre. Mélie Lavaux avec Arthur Muriot. Abandonner les panneaux de direction et les traditionnelles cartes au profit de l'intelligence artificielle pour s'orienter, un pas que ne sont pas encore prêts à franchir ces randonneurs. Non, pour le coup, la montagne, on ne peut pas se permettre d'utiliser l'IA. Je demande souvent par rapport aux lois si on peut se baigner dans les lacs, si on peut bivouaquer ou pas. Sinon, pour les randos, non. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à se fier aux itinéraires fournis par l'IA, une pratique à la fiabilité très limitée. Récemment, 2 jeunes femmes se sont égarées dans les Pyrénées. Elles suivaient cette carte générée par l'intelligence artificielle comportant de nombreuses erreurs. Les lacs ne sont par exemple ni à la bonne forme, ni bien placés. Résultat, un itinéraire complètement faussé et une belle frayeur pour les randonneuses. Un cas loin d'être exceptionnel. Cette guide constate une hausse de l'utilisation de l'IA en montagne. Erreur la plus fréquente, des itinéraires avec un niveau de difficulté trop élevé. Par exemple, il y a des gens qui disent là c'est bon, j'ai un parcours de 25 km, je peux marcher 25 km en randonnée. Et en fait, non, 25 km en montagne, très rapidement, on peut arriver à du 1000, 1500 mètres de dénivelé. L'IA peut également confondre des lieux aux noms similaires ou encore ne pas indiquer les chemins fermés en raison de récentes intempéries. Pour randonner en toute sérénité, il est donc préférable de se tourner vers des sites fiables comme Géoportail. Oui, il est important aussi de regarder la météo, c'est important. Kevin Flory, d'ailleurs, on voit le bout de la canicule, mais pas celui des incendies. Oui, on est bien loin des 78 départements en vigilance orange canicule de la semaine passée. Ils ne sont plus que 6 ce matin. En revanche, regardez l'évolution, carte météo des forêts. Le risque redevient très élevé autour de la Méditerranée parce que les températures restent chaudes, mais aussi parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir dans quelques instants dans notre bulletin météo, on vous ajoute du vent. 40, 50, 60, 70 km par heure. Et donc sur ces 3 départements, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var, on craint des départs de feu et une situation incontrôlable évidemment si cet incendie se développe dans une zone où les rafales seront intenses cet après-midi. Et les océans aussi ont trop chaud. Les températures ont atteint un niveau record au mois de juillet avec à la clé des bouleversements des écosystèmes. Les effets du changement climatique, vous allez le voir, ont déjà des conséquences sur les immensités marines. Matteo Fromi et Alexia Avril. À Saint-Malo, les baigneurs sont au rendez-vous. Les habitués semblent apprécier la température de l'eau. Pour moi, elle est chaude. Je me baigne en plein hiver, donc là, elle est super chaude, elle est trop bonne. On l'a rarement aussi chaude au mois d'août ou alors fin août, quelques jours. Les autres années, elle est plutôt à 18-19, donc 21, c'est très bien. Pourtant, ce n'est pas une bonne nouvelle. Avec 20,9 degrés hier, la température de l'eau à Saint-Malo atteint un niveau record, largement supérieur à la moyenne des 10 dernières années pour un mois d'août, habituellement autour de 18,5 degrés. Un constat alarmant et généralisé. Selon l'Observatoire européen du changement climatique, les océans n'avaient jamais connu de mois de juillet aussi chaud qu'en 2026. La température moyenne de la surface de la mer, à l'exception des pôles, a atteint 20,96 degrés. Nous n'avons pas connu un tel climat de notre vivant, et peut-être même pas depuis l'avènement de notre civilisation. Les températures mondiales pourraient également atteindre un niveau record d'ici la fin de l'année.
vrai que c'était difficile cet été de se rafraîchir quand on a eu la chance de se baigner. Combien la Méditerranée, Kevin? On a eu des pointes à 30-31 degrés et c'est encore le cas au large de la Corse ou encore de la Côte d'Azur. Donc c'est du sérieux et c'est vrai aussi sur les bords de Manche. Hein. Vous avez du 20 à 23 degrés sur les bords de Manche en ce moment entre Bretagne et mer du Nord. Entre 18-19 d'habitude. Et normalement c'est la normale évidemment. Tiens d'ailleurs en parlant de vacances, j'ai pas eu votre carte postale Mathieu. J'attends toujours. Elle est arrivée d'un peu loin, elle est en route c'est Pascal, ça arrive, ça arrive. Trouver des excuses. En tout cas il paraît que c'est encore hyper tendance la carte postale. Absolument, 64% des Français envoient des cartes postales malgré les smartphones. Pourquoi ont-elles toujours du succès? Reportage à Strasbourg de Laurine Janson et Adrien Spiteri. Ça c'est pour grand-mamie, moi c'est pour papy et mamie. Cette mère et ses 2 enfants choisissent les cartes postales qu'ils vont envoyer à leurs proches. Tous les 3 veillent à n'oublier personne. Grand-mamie Bretagne, voilà. Je vais l'envoyer à ma cousine. Pour cette famille, il s'agit d'une tradition en période de vacances. C'est amusant, ça fait écrire les enfants et puis il y a de jolis paysages pour montrer à ceux qui n'ont pas la chance de voyager, leur montrer les paysages du coin. Comme eux, cette cliente est une adepte de ce type de souvenirs. Celle-ci est jolie pour moi. Qui présente selon elle un avantage par rapport aux photos prises avec son téléphone. C'est quelque chose que désormais on voit beaucoup et qu'on efface très facilement. Alors que la carte postale, ça peut devenir vraiment un joli souvenir. Pour s'en procurer, comptez ici 1,50 € l'unité, 4 € les 3. Dans cette boutique strasbourgeoise, c'est l'une des meilleures ventes. On vend pas mal, oui, à peu près, je dirais 200, 300 par mois environ. Selon une étude, 64% des Français continuent d'envoyer des cartes postales durant leurs vacances. On va pouvoir souffler un peu, en tout cas certains d'entre nous. La canicule recule, Kevin. Ouais, il est temps, hein, clairement, parce que ça fait maintenant une vingtaine de jours que l'on observe ces températures la nuit et l'après-midi au-dessus des 20 degrés, alors en plein cœur de la nuit, mais au-dessus des 35-36 degrés en plein cœur de nos journées. Alors vous remarquez ces 6 départements, une petite poche ici de résistance qui devrait rester en vigilance orange au moins jusqu'à demain mardi ou après-demain mercredi, avant clairement la disparition de ces plus fortes températures. Ce matin, vous remarquez sur notre animation satellite, ça faisait longtemps que l'on ne vous avait pas montré cette carte de France sous les nuages. Eh bien, on a davantage de nébulosité, en effet, qui circulent sur le nord. On a eu de bonnes pluies en Belgique tout au long de la nuit. Ça déborde d'ailleurs vers le Nord-Pas-de-Calais ce matin, vers les Ardennes. C'est un petit peu plus orageux à l'avant, vers la Bourgogne-Franche-Comté ou encore l'Alsace-Lorraine. De l'autre côté du pays, si vous êtes vers le Midi toulousain, le Pays Basque, vous êtes actuellement sous les nuages. Et puis c'est gris aussi vers Finistère, Côte d'Armor et Manche avant le retour de quelques éclaircies supplémentaires. Dans l'après-midi, on a une nouvelle zone d'instabilité qui va se dessiner. Donc à peu près ici, hein, entre l'est du Massif central, la région lyonnaise en remontant vers le Jura et l'Alsace. Sinon, quand même, quelques poches d'ensoleillement aussi, hein, très généreux ce soleil, vers le centre Val-de-Loire en replongeant vers la Vendée, la Charente-Maritime, le Limousin également. Et puis entre Corse et continent, alors un peu d'averse sur le nord de la Corse, avec localement une évolution orageuse, mais surtout beaucoup de vent, le risque d'incendie qui redevient très élevé, on l'évoquait ensemble il y a quelques instants. Les températures pour ce matin, donc au plus frais, au moins chaud. 14 degrés pour Brest, chez vous dans le Finistère, et déjà 25-26 degrés sur les bords de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, nouveau bond en avant, hein, des températures sans surprise. Là où la vigilance orange est maintenue, 37-38 degrés, semble-t-il, hein, entre l'Hérault, le Gard et l'est du département du Var. Restez prudents. Il est bientôt 6h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Les pompiers en alerte maximale dans 3 départements du sud-est placés en vigilance rouge. Feu de forêt, aujourd'hui les températures restent très élevées, on attend 36 à Nîmes, 37 degrés localement dans le Vaucluse. Cette chaleur qui provoque des coupures de courant, 4500 foyers privés d'électricité à Aubagne, reportage à suivre. Le Premier ministre, lui, est en Gironde, visite en catimini au port hier soir, où 183 habitations ont été détruites. Sébastien Lecornu qui doit faire une série d'annonces aujourd'hui pour la reconstruction. Conférence de presse à suivre en direct sur BFM TV, évidemment dans la matinée. Nous sommes sur place avec Mathéo Rivière. Les retraités les plus aisés vont-ils contribuer au redressement des finances publiques? Le gouvernement envisage de ne plus systématiquement indexer les plus grosses retraites sur l'inflation. Est-ce la fin d'un immense tabou politique? On posera la question à Anthony Lebos. Où s'arrêtera-t-il? Léon Marchand, sacré champion d'Europe du 400 mètres nage libre, une distance qu'il n'avait jamais parcourue en compétition. 2e médaille d'or en individuel. Malgré une blessure, les Bleus concluent cet Euro à Saint-Denis avec 11 médailles, donc 4 titres.
Sébastien Lecornu sera donc en Gironde. Il est déjà en Gironde puisqu'il a commencé une visite surprise hier après-midi en toute discrétion, sans micro et sans caméra, du côté de cette ville qui avait été quasiment détruite par le méga-feu. Porges, effectivement, où 183 habitations avaient été détruites. Météo Rivière, vous êtes sur place. Visite surprise avant des annonces pour lancer la reconstruction. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que Sébastien Lecornu a pris tout le monde de court hier avec cette visite surprise en amont de sa visite officielle prévue aujourd'hui en Gironde. Il en a profité pour effectuer un tour de reconnaissance ici, constater les dégâts notamment dans cette commune du Porge et puis également pour s'entretenir avec le maire de la commune qu'il va rencontrer de nouveau ce matin parce qu'il va y avoir une lettre qui va lui être transmise de la part de la mairie du Porge, notamment avec quelques mesures d'aide qui vont être demandées. En tout cas, il y a eu une visite surprise hier, une série de rendez-vous avec notamment les pompiers, les CRS ici qu'il a rencontrés avant donc une série de mesures annoncées aujourd'hui, notamment en termes de reconstruction, une mesure de reconstruction pour les communes évacuées, notamment celle du Porge qui, comme vous le savez, a été la plus impactée ici avec cet incendie, 183 maisons détruites, une série de mesures avec un cap clair, la reconstruction la plus rapide possible de tout ce qui peut être reconstruit ici. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces mesures qui vont être annoncées aujourd'hui ont évolué hier dans la journée avec ce tour de reconnaissance qui a été effectué par le Premier ministre. Aujourd'hui, première étape de sa visite officielle ici à la mairie du Porge avec une nouvelle rencontre donc aux alentours de 9h avec l'équipe municipale. Et 3 départements sont en vigilance rouge incendie aujourd'hui. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Dans les Landes, le feu n'est pas encore fixé, mais les choses s'améliorent. Environ 50 habitants ont pu rentrer chez eux hier soir sur 650 évacués. Le feu, qui continue, qui n'est pas fixé, mais les choses s'améliorent. 1700 hectares de Pinède ont été ravagés par les flammes depuis jeudi. Pas de victimes ni de dégâts matériels à ce stade. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement extrêmement important. On a toujours la même enveloppe capacitaire au sol, 550 sapeurs-pompiers. Et vous avez peut-être vu dans le ciel le passage des moyens aériens en nombre, puisqu'on a eu au fil de la journée 4 Canadair, 2 Dash, ainsi que le Chinook australien. Le feu d'ailleurs qui touche toute une partie de l'Europe, pas seulement nous. 12 000 habitants évacués d'une ville allemande à la frontière belge où un immense incendie a détruit 3 000 hectares de bois. En Espagne, un soldat est décédé. En Grèce, 2 personnes ont été retrouvées mortes sur une île près d'Athènes. Julie Subit. À travers l'Europe, des scènes identiques. Belgique, Grèce, Espagne, Grande-Bretagne ne cessent de brûler avec des incendies qui se généralisent. Ici, sur l'île de Salamine, proche d'Athènes, le feu menace directement les habitations. Des vents très violents soufflent dans la région avec des rafales atteignant le niveau 7 sur l'échelle de Beaufort. Cela a contribué à ce que l'incendie prenne rapidement des proportions dangereuses et se propage en l'espace de 7 minutes vers les localités les plus proches. Des ordres d'évacuation ont été donnés. 2 personnes ont été retrouvées sans vie. En Espagne, un dispositif anti-incendie record dans la région d'Aragon. Presque 1000 pompiers mobilisés, marqués par une semaine difficile. Vent imprévisible, température élevée. Depuis lundi, plus de 16 000 hectares sont partis en fumée, 1000 personnes évacuées. Des drones survolent la zone montagneuse et escarpée. Le nord de l'Europe est aussi dévoré par les flammes. La Belgique connaît les pires feux de son histoire. Un mur de flammes à l'est du pays, 3000 hectares réduits en cendres, 100 pompiers mobilisés de tout le pays se relaient. Ils sont exténués. Des pompiers épaulés par des moyens aériens, le brasier est difficile d'accès au sol. On a l'appui de 2 hélicoptères venant des Pays-Bas. Ils permettent en fait d'arriver sur des zones difficilement accessibles par les camions. Les chemins d'accès sont parfois difficiles et pour l'instant, la ligne de front qui nous préoccupe, c'est celle qui va vers l'Allemagne. Car cet incendie crée la panique à quelques kilomètres de sa frontière. Les habitants de la ville de Montjoie en Allemagne ont reçu l'ordre d'évacuer par précaution.
Et puis il y a la canicule, 6 départements en vigilance orange dans le sud-est de la France, de l'Ardèche au Var, dans les Bouches-du-Rhône. Ces températures très élevées jusqu'à 37 degrés cet après-midi fragilisent le réseau électrique. Et les coupures se multiplient, quelques minutes, quelques heures parfois. Pas de frigo, pas de ventilateur, pas de lumière. C'est la galère pour les habitants d'Aubagne par exemple, où 4500 foyers étaient privés d'électricité hier. Arnaud Delair et Alexis Avril. Voilà, ça fonctionne pas. Le constat est le même depuis maintenant plusieurs semaines. Les pannes d'électricité se multiplient. Francine est exaspérée. Il fait très chaud, on n'en peut plus. Avant, je supportais, mais cette année, c'est trop. Voilà. Et en plus, avec ces coupures, on n'a plus rien et ça perdure. La dernière fois, on a tout jeté. Donc, on attend que ça revienne. Et là, ça fait 1 heure bientôt que c'est arrêté. Elle est aussi inquiète car son mari souffre de problèmes cardiaques. Francis doit normalement dormir avec un appareil. Ça fait drôle quand il n'y a plus de courant que j'arrive plus bien à respirer. Les coupures d'électricité impactent tout l'immeuble. C'est la première fois qu'André vit une telle situation. Toutes les sonnettes ne fonctionnent plus, donc si quelqu'un veut rentrer ou veut parler à quelqu'un, c'est impossible. Ça devient vraiment handicapant, quoi. Il est temps que ça s'arrête parce que je ne vous cache pas qu'il y a une certaine nervosité qui commence à s'installer. Une colère partagée par la municipalité. Ce n'est pas nous qui allons réparer les réseaux électriques, bien évidemment, mais nous pouvons nous faire le porte-voix des habitantes et des habitants d'Aubagne. Il appartient au pouvoir public et à tous les niveaux et à Enedis. Aubagne compte 48 000 habitants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, presque tous les quartiers ont été touchés. Quelle galère. Kevin Fleury, la canicule, ça va durer jusqu'à quand? Est-ce qu'on en voit enfin la fin? Oui, on est capable de dire qu'entre mercredi et jeudi, cet épisode caniculaire va prendre fin. Il faut bien rappeler que ça fait maintenant 20 jours que la Drôme et l'Ardèche ont été placés en vigilance orange canicule. Donc c'est la 20e journée que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez ces 2 départements situés le plus au nord de cette couleur orange. Quelques points de repère pour comprendre ce qui va se passer. Vous allez perdre entre 10 et 12 degrés dans ces territoires l'après-midi, entre mercredi donc et jeudi. On voit bien la différence pour le Vaucluse, pour le Var, mais aussi le département du Gard. Enfin, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que les températures sont exceptionnellement élevées l'après-midi, mais aussi la nuit, avec bien souvent des pointes à 26, 27 degrés, au plus frais, en tout cas au moment le moins chaud. 6h37, dans un instant, nous reviendrons sur les propos antisémites d'une commerçante des Deux Alpes. Une vidéo qui provoque énormément de réactions. Nous avons retrouvé son auteur, qui est aussi la victime. Vous l'entendrez dans un instant sur BFM TV. 6h40 sur BFM TV, l'économie avec Pierre Rondeau et l'inflation, Pierre, qui revient. Les prix ont nettement augmenté le mois dernier. Oui, c'est confirmé, ça revient à l'inflation. Entre juillet 2025 et juillet 2026, l'inflation a été de 2,1%, tirée par les hausses de l'énergie et des services. Le conflit en Iran, le détroit de Dormouz, la hausse des cours des matières premières sur les marchés internationaux, tout cela a grandement perturbé les prix. Rien que sur l'énergie, les prix ont augmenté de 12,6%, tout comme les prix des services, répercutant très certainement la hausse des prix de l'énergie. On a, d'après l'INSEE, une augmentation dans la restauration, le logement, les transports, les services sociaux, l'assurance, les maisons de retraite et même, selon la note de l'INSEE, même sur les services de garde d'enfants. Donc en gros, tout augmente, mais est-ce que les salaires suivent? C'est toute la question. C'est la grande question de savoir si vous avez de l'inflation, vous avez aussi une augmentation des salaires pour avoir un pouvoir d'achat qui se maintient. Alors, dans le détail, si on regarde seulement le premier semestre 2026, on a eu une augmentation plus importante des salaires que les prix. On a une augmentation de 1,9% des salaires contre une inflation de 1,7% sur le seul premier semestre. Donc là, oui, on a une augmentation du pouvoir d'achat de 0,2 points, ce qui n'est pas énorme, mais qui est présente, qui est là, c'est sûr. Mais le problème, c'est que ce qui va arriver sur les prochains mois, à partir de juillet, août, septembre, pour la rentrée prochaine, parce qu'on a une inflation qui repart et nous ne sommes pas certains que derrière, les salaires suivent. Alors, que disent les experts? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Alors, malheureusement, je ne voudrais pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, les perspectives ne sont pas bonnes. Si vous lisez l'étude récente de la Banque de France, on parle même de modération salariale pour 2026, donc une absence ou une très faible augmentation des salaires. Selon eux, la hausse moyenne négociée des salaires, selon la Banque de France, la hausse moyenne négociée des salaires
pour 2026 serait de seulement 1,6%, avec, rappelez-vous, une inflation de 2,1%. On a aussi, on peut le rappeler, on a annoncé une augmentation du prix du gaz de 5,6% à la rentrée. On pourrait avoir des répercussions des incendies et de la canicule sur les logements, sur l'assurance, donc des mauvaises nouvelles. Je vais tout de même terminer sur un motif d'espoir. On peut rappeler que selon la Banque de France, nous ne serions pas en période de récession pour 2026 et 2027. Et autre élément à noter, les bourses mondiales sont en très bonne santé. Donc si vous voulez mettre du beurre dans les épinards, un conseil, allez miser sur les bourses internationales. Et pour les étudiants aussi, la rentrée s'annonce extrêmement chère, avec des prix qui augmentent. Alors loyer, courses, sauf que les bourses, elles, n'ont pas été revalorisées. Voilà, entre 1 454 € et 6 335 € par an selon les échelons. Et pour beaucoup, eh bien, c'est loin d'être suffisant pour vivre correctement. Capucine Diez, Caroline Bertolino, Arthur Muriot. Si les vacances ne sont pas encore terminées pour cette étudiante, le stress de la rentrée, lui, a déjà commencé, non pas à cause des examens, mais de son budget. La fac, déjà qu'elle est prenante psychologiquement et émotionnellement, des fois on a juste envie de souffler, mais on sait qu'on ne peut pas souffler parce qu'en fait on a besoin d'argent. Besoin d'argent pour le loyer surtout, première dépense des étudiants, et cette année encore, il augmente de plus de 2%. Je suis en colocation. Quand je suis arrivée, du coup, il y a 3 ans, le loyer était à 660 €. Maintenant, à 2, on est aux alentours de 710. Loyer, courses, frais scolaires, le syndicat étudiant UNEF a fait le calcul. Cette année, le coût de la vie étudiante augmentera de 1,66%. Ça peut paraître faible, mais quand on regarde à quoi ça correspond en termes de dépenses supplémentaires, on est à 888 € de dépenses par an en plus. Donc c'est quand même énorme. La hausse touche particulièrement les étudiants étrangers en France. Exclus du système des APL depuis cet été, ils voient leur coût de la vie presque doubler par rapport à un boursier français. Ça coûte très cher. J'ai eu de la chance avec le logement car je suis hébergée à la cité universitaire. Si j'ai pas l'aide de mes parents, je vais rester en Cambodge. Au total, on estime que 100 000 étudiants étrangers seront privés d'aide au logement cette année. Voilà. Et les bourses étudiantes, elles n'augmentent pas avec l'inflation, contrairement aux retraites. Et justement, Pascal, ça pourrait changer parce que le gouvernement va peut-être s'attaquer aux retraités les plus aisés pour boucler son budget. L'idée de ne plus indexer en fait systématiquement les retraites les plus élevées sur l'inflation, les retraités les plus modestes ne seraient pas concernés, mais c'est une bombe politique à 8 mois de la présidentielle. Élise Vial et Rudy Kossek. Auprès des retraités, la mesure divise. Christiane et Jean ont une bonne pension. Alors, contribuer davantage ne les dérangerait pas. On a des petits-enfants et puis se dire que c'est eux qui vont payer, sinon on ne paye pas, c'est un peu triste quand même. Si on ne généralise pas l'effort, il sera plus important. Mais d'autres sont plus réticents, comme Didier et Morissette. Ils regrettent que ce soit les retraités qui en pâtissent. Ils ont cotisé pour. Pourquoi retirer leur argent à eux? Autant que le gouvernement tire sur les députés, sur les sénateurs et ceci, cela, qui prennent un petit peu en hausse de l'État. Et ceux qui ont cotisé pendant 42 ans, je vois pas pourquoi qu'on retirait de leur retraite. La mesure viserait à geler l'indexation des pensions de retraite pour les plus aisés. Une idée pour combler le déficit sans augmenter les impôts. Mais pour certains experts, se concentrer uniquement sur les plus grosses pensions ne serait pas suffisant. On a évoqué 3 000 €. 3 000 €, il y a à peu près 10% des retraités qui touchent plus de 3 000 €. Donc si on ne touche que les plus de 3 000 €, vous voyez bien qu'on n'aura pas beaucoup d'économies. La mesure pourrait être présentée dans le budget 2027. Une idée qui refait surface, car déjà évoquée l'année dernière, finalement rejetée par les députés lors du budget 2026. Alors Anthony Lebos, les retraités vivent mieux en moyenne que le reste de la population et pourtant c'est un immense tabou politique de toucher à leur pension. Oui, qui plus est à quelques mois de la présidentielle, c'est une bombe politique, vous l'avez dit, tout simplement parce que les retraités votent et ça compte à l'aube d'une présidentielle 2027 qui s'annonce évidemment très serrée. Et sur la question des retraites, précisément comme dirait l'autre, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tous les gouvernements, Pascal Mathieu, savent que toucher aux retraites, c'est dangereux. Les anciens premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou ont échoué sur la question. Sébastien Lecornu, l'actuel Premier ministre, le sait. Donc il a mis en quelque sorte ce sujet dans l'atmosphère pour tester les réactions, les oppositions, parce que l'équation budgétaire,
est impossible. Je rappelle encore une fois un chiffre, ce chiffre important, 3 500 milliards de dettes. Et ça va encore continuer à augmenter parce que les retraites, c'est le premier poste de dépenses publiques et ça va encore augmenter de 12 milliards d'euros selon Bercy si aucune mesure n'est prise. Alors derrière les milliards, il y a, je l'ai dit, des millions d'électeurs. Et évidemment, à l'approche de 2027, aucun candidat ne peut faire comme si cet électorat n'existait pas. Donc on a déjà entendu le Rassemblement national refuser de toucher aux pensions de retraite. À gauche, ça se divise un peu. LFI s'y oppose. Certains au PS commencent à entrouvrir la porte sous condition que les hauts patrimoines soient aussi touchés. Et au centre, c'est pour l'instant motus et bouche cousue. Clairement, chacun cherche la bonne formule pour ne pas apparaître comme celui qui demandera des sacrifices aux retraités. Alors le ministère de l'économie parle, je cite, de retraités aisés. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Pas encore de décision prise. Rendez-vous en septembre pour les arbitrages. Et puis il y a un autre sujet qui est remonté très haut au ministère de l'Intérieur, chez Laurent Nunez. Vous avez peut-être vu cette vidéo extrêmement choquante d'une serveuse aux Deux-Alpes qui dit à des clients que les membres de la communauté juive sont trop nombreux. Eh bien, nous avons recueilli le témoignage de la victime, l'homme qui a tourné cette vidéo alors qu'une enquête a été ouverte pour provocation publique à la haine en raison de l'origine ou de la religion. Mathis Menu, Zoé Lamarche. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive est trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. La vidéo dépasse déjà le million de vues sur les réseaux sociaux. Publiée sur le compte X, jugée coupable ce vendredi. Non, elle fait pas ce qu'elle veut, madame, il y a des lois. Elle est accompagnée de la mention « Balance ton antisémite ». Élie Sultan est au cœur de cet échange virulent avec une commerçante des Deux-Alpes. Je n'ai pas du tout avalé ses propos. J'espère des actes, voilà, des vraies condamnations. C'est certain que ces gens vont continuer à s'en prendre à la communauté juive, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement. Sans tarder, la commune se positionne. La commune des Deux-Alpes tient à rappeler ses valeurs d'ouverture, de respect et d'inclusion. La ministre chargée de la lutte contre les discriminations condamne fermement les propos tenus. Aucun acte antisémite, aucun acte raciste, aucun acte de haine ne saurait être toléré. Selon les associations de lutte contre l'antisémitisme, cette scène témoigne d'une violence de plus en plus banalisée envers la communauté juive en France. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et je précise que ces actes dont vous parlez, c'est extrêmement important d'en parler, s'inscrivent dans une semaine qui a été marquée en 3 jours par des faits quasiment de même nature. Une enquête a été ouverte du chef de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de la religion. Dans un peu plus d'un mois, le pape Léon XIV sera en France pour une visite historique. Ce sera à vivre ici, dans la matinale de BFM TV. Veillée de prière au Stade de France, messe en plein air, place de la Concorde, sont notamment au programme. Mais aussi une étape à Lourdes, les 26 et 27 septembre. Ce sanctuaire qui est déjà en ébullition et se prépare. 150 000 personnes attendues pour la messe dominicale. C'est un vrai défi logistique. Alice Bouton. Ils sont des centaines à arpenter les rues de Lourdes au mois d'août. Dans quelques semaines, l'affluence sera tout autre. Au moins 150 000 personnes se rassembleront au pied de la basilique Immaculée Conception le 27 septembre prochain pour la venue du pape. Et dans la ville des miracles, la visite pontificale est déjà dans toutes les têtes. C'est un vrai enthousiasme pour nous tous les croyants, donc pour tous les catholiques et pour tout le peuple du monde. Ça sera un vrai plaisir de l'accueillir ici. Même si parfois il y a des gens de différentes cultures, c'est quand même personne qui réunit tout le monde. Avec environ 3 millions de visiteurs chaque année, Lourdes sait recevoir et accueillir de grands événements. 2 papes sont déjà venus ici. La sécurité sera donc maximale. 13 km de barrières seront installées pour orienter les pèlerins. Nous préparons cette visite dans le cadre de multiples collaborations avec l'équipe du Vatican, dont sont membres les responsables de la gendarmerie vaticane et des gardes suisses. Et ensuite, nous collaborons évidemment étroitement avec les services de l'État, avec la préfecture, puisque de fait, la question de la sécurité est une donnée essentielle de cette visite. Plus d'un mois avant l'événement, les hôtels de Lourdes, 2e ville hôtelière de France, sont déjà complets, tout comme ceux de Tarbes et Pau. Vous avez peut-être aperçu ces dernières semaines des cours d'eau recouverts d'un étrange manteau vert. Alors oui, c'est un phénomène naturel de plus en plus fréquent. Il s'agit en fait de lentilles d'eau, vous les voyez, qui peuvent prendre
totalement le dessus sur une étendue d'eau. Explication d'Anaïs Girard et Élise Val. Au premier coup d'œil, difficile d'imaginer que sous cet épais manteau vert se cache un étang. Il faut se rapprocher pour comprendre le phénomène. À la surface, ces lentilles d'eau ont peu à peu tout recouvert. Quand c'était l'été, on voyait les carpes qui remontaient à la surface, l'eau était chaude. Là, j'en ai pas vu cette année. Les lentilles d'eau, ce sont des petites plantes flottantes qui grandissent aussi vite qu'elles prolifèrent. Le faible courant et les chaleurs inhabituelles des derniers mois favorisent son développement. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, on n'avait pas remarqué qu'il y avait ça. Et donc, par contre, d'année en année, et en particulier cette année, on voit que ça se développe beaucoup. Et il est difficile de s'en débarrasser, malgré les opérations pour les retirer. Les lentilles sont revenues au bout de 2 semaines, aussi épaisses. Pour faire un trou, il faut vraiment insister. Et ça va se refermer quasiment aussi vite, quoi. Autre problème, elles sont néfastes pour la biodiversité et asphyxient la faune aquatique. Il faut savoir que la lentille de base, c'est quelque chose qui est bien, mais dans cet état-là, c'est pas bien du tout. Parce que du coup, en fait, les plantes dans le fond meurent, donc elles se désagrègent pour manque de lumière, et ça prend l'oxygène. Et donc du coup, les poissons respirent moins. Pour limiter cette prolifération, plusieurs solutions sont étudiées, comme l'introduction de certains oiseaux qui en consomment en grande quantité. Alors on vient de l'apprendre, la mort de l'actrice Hayden Panettiere. Elle avait seulement 36 ans. Elle était connue pour son rôle dans Heroes, la série américaine entre 2006 et 2010. Également un rôle dans la série Nashville. Et puis on l'avait connue au cinéma dans plusieurs films, notamment American Girl et Scream. Elle avait révélé en 2022 une addiction aux opioïdes. On ne sait pas évidemment si sa mort est liée à cette addiction. L'information qui vient de nous parvenir. Léon Marchand qui a réalisé un exploit hier en devenant champion d'Europe du 400 mètres nage libre. Ah non mais c'est magnifique. C'est incroyable, ça fait du bien, ça. C'est une nouvelle épreuve pour lui en compétition. Voilà, dès qu'il se lance, de toute façon, il gagne. Léon Marchand, ses supporters, ses proches et même ses adversaires, vous allez voir, n'en reviennent pas. 2 médailles d'or pour cet ovni des bassins. 11 médailles en tout pour les Bleus pour cet Euro qui s'est déroulé à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Benjamin Sautré-Friseau. Il finit par en sourire, voire même à en rire. Tout ce qu'entreprend Léon Marchand se transforme en or. Premier 400 mètres nage libre de sa carrière au championnat d'Europe. Premier sacre. Léon Marchand, champion d'Europe, 3 minutes 43 secondes et 14 centièmes, nouveau record de France. C'est une course que j'ai envie de faire depuis déjà des années. Je suis champion d'Europe sur cette discipline, donc c'est trop bien. Et on finit avec un très beau relais après. Car une médaille par jour ne lui suffit pas. Titré sur le 200 mètres papillon individuel samedi, le tricolore bat des ailes aussi sur le relais 4x104 nage dimanche et en poche le bronze. On peut être très fier de Léon et de ce qu'il a fait aujourd'hui, ça promet pour la suite. Il est au top, voilà. Léon qui nous a fait vibrer, un petit peu blessé mais il explose tout le monde. Un ovni aussi pour ses coéquipiers. Il est monstrueux, donc j'aimerais voir quotidiennement quand il fait 10-11 séances. C'est dingue, c'est un extraterrestre. Pour Léon Marchand, la réalité est tout autre. Je vous rassure, c'est pas du tout facile. C'était même très difficile les derniers 25 mètres. Pas de quoi diminuer sa soif de titre. Léon Marchand compte participer au championnat du monde petit bassin à Pékin en décembre. Du foot et Lens qui s'offre son trophée, premier trophée, n'est-ce pas Mathieu? Avec beaucoup d'assiduité, nous dit qu'il n'y avait pas tous les titulaires. Ne vous inquiétez pas Mathieu, on gagnera encore d'autres titres cette saison, dont une 3e Ligue des Champions d'affilée. Voilà, allez, il est 6h55, merci d'être avec nous, bien entendu, dans un tout petit instant et dès le début du journal de 7h. Nous suivrons donc cette reconstruction de la Gironde, le temps fort de la journée, Sébastien Lecornu, plusieurs ministres sur place à partir de 10h, à suivre évidemment sur BFM TV. Tiens d'ailleurs, le Premier ministre était déjà hier soir au Porge, sans caméra. Ça n'a pas trop plu aux habitants, vous verrez, ils font ça en douce, disait-il. Nous serons également, et nous aurons un témoignage, nous serons en direct avec Yannick, Mathieu. Yannick, pourquoi? Parce qu'il est bloqué. La grève des EasyJet, des personnels de cabine, ils se plaignent bien de changements de planning à la toute dernière minute, ce qui fait qu'il y a des Français, et pas que, qui se retrouvent coincés, qui ne peuvent pas reprendre le travail ce matin. Non, et oui, puis qu'ils doivent payer surtout des journées supplémentaires de vacances, ce qui n'arrange personne. Vous nous envoyez vos réactions, évidemment, vos commentaires, 06 13 13 70 70, c'est le numéro WhatsApp, vous nous écrivez. Et bien sûr, nous lisons vos réactions, vos témoignages, et nous en parlons à l'antenne. Le temps.
Alors c'est l'une des informations de la matinée, Kevin, la pluie fait son retour. Oui, en effet, ça faisait bien longtemps que l'on ne vous avait pas présenté cette carte associée donc aux nuages, les gouttes de pluie, les orages qui sont en train de se développer actuellement au-dessus de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans le nord-est également, on les attend tout au long de la matinée. Cet après-midi aussi, vigilance jaune d'ailleurs pour ces territoires. Vigilance orange qui régresse enfin. 6 départements restent placés en vigilance orange canicule. Ils sont beaucoup plus nombreux pour le risque feu de forêt. Vous remarquez ces 3 en rouge. Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var. Avec le réveil du vent, la sécheresse et encore les fortes températures. On craint des départs de feu et une propagation rapide des incendies aujourd'hui. La situation ce matin, donc avec ces orages sur le nord-est du pays, ces nombreux nuages également vers le sud-ouest. C'est très très gris actuellement chez vous entre le midi toulousain et le Pays Basque. On retrouve également des bancs de brume et de brouillard fréquents par endroits dans le nord-ouest. Cet après-midi, encore de l'instabilité, cette fois des Vosges, en plongeant vers le Jura et le centre-est du pays. On peut entendre aussi le tonnerre gronder vers le nord de la Corse. Côté continent, ce sera pour les Alpes du Sud de façon plus discrète. Et puis donc ce vent qui est très visible sur la carte météo et qui nous envoie donc sur un risque fort d'incendie aujourd'hui autour de la Méditerranée. 50 à 70 km/h pour les rafales. Les températures au plus frais, c'est ce que l'on a relevé tout au long de la nuit, entre 14 et 26 degrés. C'est parfois déjà en train de repartir à la hausse. Cet après-midi, des pointes à 37-38 sur l'est du Var. Également en revenant vers le Gard et l'Hérault. 30 degrés pour Lyon, ça baisse enfin. 31 degrés pour Limoges ou encore Poitiers. On aura 29 à Paris, c'est plus frais sur les bords de Manche. Rapidement, la journée de demain, avec l'entrée de nouveaux nuages dans le nord-ouest, accompagnés de quelques gouttes de pluie. Elles se feront beaucoup plus discrètes sur les régions du sud. Il est bientôt 7h, très heureux de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale sur BFM TV. Sébastien Lecornu au secours des forêts de Gironde et des sinistrés. Il est sur place à 10h avec plusieurs ministres. Que va-t-il annoncer? Quel plan pour reconstruire? On donne la parole aux habitants. On voit le bout de la canicule, mais pas celui des incendies. 9 départements sont en vigilance orange canicule, 3 en vigilance rouge feu. Nous serons dans les Landes, justement, où les flammes qui ont démarré jeudi continuent. Le feu n'est pas fixé. Clémence Renard sur place. Un autre dossier attend Sébastien Lecornu aujourd'hui, le piratage informatique de l'administration fiscale. Si vous avez été concerné par ce piratage, vous serez contacté individuellement à partir d'aujourd'hui. Comment nos données publiques sont-elles protégées? C'est la question à laquelle nous répondons. Et puis la galère donc pour les usagers d'EasyJet. Une centaine de vols ont été annulés ce week-end en raison d'une grève du personnel de cabine. Des Français se retrouvent contraints de prolonger leur séjour à l'étranger, de payer des frais supplémentaires. C'est le cas de Yannick, bloqué en Sardaigne. Il sera avec nous dans ce journal. Sébastien Lecornu est en Gironde à 10h pour lancer la reconstruction des zones sinistrées. Le Premier ministre est attendu à Mérignac avec plusieurs membres du gouvernement. Et il a fait une visite surprise dès hier au Porche, sans caméra, sans micro. Qu'attendent les habitants et les sinistrés? Des annonces du jour. Margot Vizane, Météo Rivière avec Rudy Kossek.